It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. It's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain, nothing to lose. Good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, bienvenue dans Jour de brocante. Vous le savez, dans toute la France, des brocantes itinérantes s'installent dans un quartier le temps d'un week-end. Et bien aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la capitale, dans le quartier de la République et plus précisément à Oberkampf. C'est un quartier très dynamique qui abrite de plus en plus d'ateliers d'artistes, de galeries d'art, de designers et de brocantes, bien sûr. Alors si vous êtes prêts à chiner, on se retrouve tout de suite après le sommaire. Jour de brocante vous emmène à la rencontre de Françoise et Marcel, un couple qui a une passion commune pour les fers à repasser. Si Marcel s'amuse à leur redonner leur éclat, Françoise, elle, connaît l'histoire de chacun de ces 1000 fers. Pour les chapeaux, pour les plis du pantalon et même le fer pour les cols de chemise. Il ne sert absolument à rien d'autre que repasser ses cols amidonnés. Si les Nancéiens se sont pressés à la salle des ventes de Sylvie Tedjen, commissaire-priseur, c'est parce qu'aujourd'hui c'est la journée d'expertise gratuite. Ils sont venus pour connaître la valeur de ces bijoux anciens, de ce cendrier en étain ou de ce vase qui a provoqué l'enthousiasme de notre experte. Il est bien signé, Émile Gallet. C'est un très beau travail de première période. Patrice Gorlez, brocanteur, nous emmène chiner comme des pros chez Emmaüs à Bougival. Ce hangar de 1800 mètres carrés est connu de tous les professionnels d'Île-de-France qui se pressent dans ce véritable repère à bonnes affaires. Il y a des collègues qui amènent même leur chaise pour être sûr d'être plus près pour courir au bon endroit. Véronique nous a ouvert les portes de sa maison d'hôte à côté de Fontainebleau, la vallée Javot. Ici, tous les objets ont un point commun. Ils servent au quotidien. Les balances, les casseroles dans la cuisine ou encore cette baignoire chinée au château de Fontainebleau. Se baigner dans un endroit où des reines ont peut-être pris leur bain, ça c'est assez magique. Et tout de suite, cap sur la brocante d'Oberkampf, où Églantine nous attend. Saurez-vous deviner à quoi sert l'objet mystère du jour? Je vous donne à tous un indice, voilà, c'est l'objet mystère du jour. Ah, vas-y, on pose ça là. Hitchhike her way across the USA. Plug her eyebrows on the way. Shave her legs and handy with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. S'il y a une chose que les Français adorent, surtout à l'approche des fêtes, c'est bien le champagne. Et pour plus de plaisir, quoi de mieux que de le boire dans du cristal? Mais il reste une question à résoudre. Faut-il le boire dans une flûte ou dans une coupe? Eh bien, c'est Stéphane qui va nous répondre. Et là, c'est là. Bonjour Stéphane. Salut Églantine, comment tu vas? Je viens tout apprendre. Tout apprendre, ouais. Oui, sur le cristal. Il y a une question que tout le monde se pose. Mon père nous faisait boire le champagne dans des coupes. Ma mère disait non, la flûte c'est mieux. C'est un problème de goût. C'est que, ouais, en fait, la flûte, à la base, on boit le champagne dans une flûte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ça a commencé par les flûtes. Voilà, commencé par les flûtes. Le côté sympathique, c'est que tu respires ce que tu bois. Donc il y a un côté un peu euphorisant. Ah. C'est un peu rigolo, mais si on a envie d'avoir la tête qui tourne plus vite, plus facilement. C'est pour ça que les dames, en règle générale, boivent dans des flûtes. Mais par contre, après, il y a eu les coupes à la fin du XVIIIe siècle. Marie-Antoinette buvait des champagnes qui étaient un petit peu trop vieux. Ouais. Donc ils n'étaient pas forcément bons, comme ça se garde pas forcément longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris la forme de son sein. On va prendre une coupe par hasard. La forme de son sein? Voilà, on va dire que c'est un verre un peu comme ça. Elle a pris la forme de son sein pour faire une coupe, pour aérer le champagne. C'est pas une blague. On doit les coupes à Marie-Antoinette. Voilà. Et ça date de cette époque-là ou pas du tout? Ça pas du tout, c'est 1925 ça.
Et c'est un style plutôt art déco, c'est ça? C'est ça, tu as des ovoïdes et des petits traits qui sont taillés. Donc c'est tout à fait un modèle art déco. Tu la tiens comme ça ou tu la tiens comme ça, ta Comme coupe? ça ou comme ça. Parce que là, on réchauffe le champagne. Là. Ah! On la tient comme ça. Voilà. Après, il y a des modèles plus courts sur pied. Ça, c'est Baccarat, modèle Côte d'Azur, par exemple. C'est pareil, c'est 60 à peu près, les années 50-60. Il y a un moyen de distinguer les périodes quand nous, voilà, on est chineur? À partir de 1936, Baccarat et Saint-Louis sont signés. Et on voit la petite signature qui est là. Là. Ah, ça y est, je la vois. Sinon, auparavant, ça ne l'était pas. C'était des petites étiquettes. Il faut connaître le modèle plus ou moins. C'est ça. Donc là, il faut aller voir dans les catalogues Tout à et fait. se renseigner. On les vend toujours, ces modèles, ou pas du tout? Le Côte d'Azur, sûrement, il y a des chances. D'accord. On doit être dans les 100, 120 euros pièce, prix de départ, je pense. Toi, tu les vends à quel prix? 20 euros. Ah, tu veux dire que là, aujourd'hui, si elles sont fabriquées, elles sont à 120 euros pièce? À peu près, oui, c'est les premiers prix. Et en brocante, 20 euros. 20 euros pièce. Oui. Quand je vous le dis qu'il faut aller chercher les choses en brocante. Coupe Baccarat modèle Côte d'Azur. Fabrication dans les années 50. Estimation 20 euros pièce. Conseil d'expert. Pour vous assurer que votre coupe est un modèle Baccarat, sachez que les modèles produits après 1936 sont tous signés sur le dessous du pied. Quand on chine comme ça du cristal, est-ce qu'il y a une astuce pour reconnaître précisément le cristal? Il faut le faire sonner plus ou moins, légèrement. Il sera toujours plus blanc que le verre. Oui. Mais pour acheter... Toi, tu le fais sonner comme ça. J'ai fait ça une fois. Non, mais et oui, la brocanteuse m'a dit, oh là là, attention, c'est fragile. C'est avec le bout de l'ongle, en fait. Et quand on veut acheter un beau verre, il faut que sa base soit importante. Si on a une toute petite base, c'est pas un verre de qualité. C'est-à-dire... Et pourquoi? Ça la rend plus fragile ou en quoi tu trouves que c'est pas du coup de bonne qualité? Problème de fabrication, regardez. Les deux coupes, églantines, elles sont alors celle-là, elle est plus blanche, déjà, je te dirais celle-là. Elles font la même taille, on est bien d'accord? Oui. Regarde un peu la différence que tu as. Tu as 4 mm de base, ce qui fait que ton verre sur ce genre de modèle est beaucoup plus stable. Ouais. Et c'est un verre un peu plus de qualité. Et puis, il faut se faire plaisir. Et surtout, boire dedans. Boire dedans, bien sûr. Merci beaucoup, j'aurais bu une coupe avec plaisir, mais c'est pas le moment parce qu'il faut quand même que je continue. Hein. Avec plaisir, merci Stéphane. Ciao. Au revoir. Lost in a dream, don't know which way to go. If you are all that you seem, then maybe I'm moving way too slow. Vous voyez ce joli lustre? Ou encore ce vase-là, juste à côté? Avez-vous une idée de ce qu'ils peuvent valoir? Eh bien, c'est pas évident. Et c'est un peu la même chose à la maison. On ne connaît pas bien la valeur de nos objets. Et pourtant, il existe une solution. Des commissaires-priseurs peuvent vous renseigner. C'est gratuit et c'est dans toute la France. Eh bien, Jour de Brocante a suivi une de ces journées d'expertise pour vous. À Nancy, ce matin, c'est le jour des expertises gratuites. À peine ouverte, les Nancéiens se pressent dans la salle des ventes de Sylvie Tedgen. Oui, voilà, c'est mieux. Tout ça, vous pouvez le mettre dans les vitrines de jeudi, je trouve ça sympa. La première personne de la journée est une novice venue avec plusieurs objets. Il y a des bijoux de ma maman que je ne porterai pas, et puis des assiettes que j'ai depuis longtemps, un peu chinoises, donc j'ai aucune idée, c'est la première fois que je viens. Voilà, venez. Bonjour madame. Venez, asseyez-vous, on va se mettre ici. Pardon. Elle commence par l'expertise de ses bijoux. C'est vraiment pour on va essayer de vous dire une estimation. Une bague avec une pièce de 20 francs or, Napoléon III. On va regarder déjà. Je pense que c'est de l'or, il n'y a pas de problème. La couleur, il n'y a aucun problème. Il y a un poinçon. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une pièce d'or, une pièce de 20 francs or, qui n'a plus de valeur numismatique à partir du moment où elle est montée en bijoux. Car les collectionneurs de pièces anciennes cherchent des pièces de monnaie qui n'ont pas été transformées. On ne va plus avoir la valeur numismatique, mais par contre, on va avoir la valeur du travail plus du poids d'or. D'accord. Donc là, c'est au poids de l'or? Oui, ça fait 15 grammes. Dans les 300 euros environ pour cette bague. Qu'en sera-t-il de cette broche au design si particulier?
Ah, c'est de l'or, oui, c'est de l'or. Et ça, c'est une petite broche Art Nouveau qui est très mignonne. Je trouve qu'elle est vraiment très fine, avec un décor de gui. Les boules de gui sont représentées par des petites perles, donc c'est vraiment naturaliste, c'est vraiment la nature qui est représentée. Et puis, vous voyez, c'est tout en rondeur, tout en boucle. Il y a un petit manque, il devait y avoir une petite perle ici, mais enfin, c'est pas primordial pour le bijou. On peut très bien enlever ce petit morceau qui pend, là, c'est pas un problème. Un défaut qui, une fois n'est pas coutume, ne dépréciera pas l'objet. Il y a une très grande création, comme dans les objets d'art. Vous allez avoir une plus-value de 50-60%. Parce que c'est vraiment un joli bijou ancien. C'est pas très lourd, mais ça peut faire dans les 120, 150 euros, vous voyez, parce que c'est une belle pièce Art Nouveau. Et ce n'est pas la seule pièce que cette dame possède de cette époque. Dans un autre registre, c'est un cendrier qui est signé. Ah, alors ça c'est de l'étain, et ça c'est de l'étain Art Nouveau. Alors, la signature est ici, marqué Poteau. M. Poteau. Marcel Poteau était un grand orfèvre du début du XXe siècle, connu pour ses décors naturalistes. Décor féminin comme ça c'est typiquement de l'Art Nouveau, des femmes un peu allongées avec des cheveux longs. Enfin bon, vous voyez, la chevelure se confond avec le fond. Enfin, c'est vraiment. Et puis, bon, la forme, tout ça, c'est très Art Nouveau aussi. Et puis cet objet, c'est un petit objet, c'est pas un objet qui prend trop de place, on va dire c'est un objet de vitrine. Pour un amateur d'Art Nouveau, c'est vraiment l'objet qu'on voudra acheter. Alors ça peut faire, allez, on va dire une soixantaine d'euros jusqu'à 100 euros. Un collectionneur peut vraiment s'intéresser à ce genre de pièces. Oui, il y a des choses que vous voulez mettre en vente? Oui. D'accord. Bon, je vais vous enregistrer tout ça. Comme ce sont des objets dont j'ai pas l'usage, autant en profiter. Et puis si ça peut être vendu, c'est aussi bien. Voilà. C'est donc une première expérience réussie pour cette dame. Ce couple est le prochain rendez-vous. On est venu pour faire une estimation d'un vase. On suppose qu'il est de Galais. Voilà, c'est pour savoir. Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour. Venez, on va regarder. Sylvie Tedjen, grande experte de l'école de Nancy, s'empresse de regarder la pièce. C'est bien galé, hein. Ou un faux galé? Ah bah c'est un vrai, il n'y a aucun. Alors là, je vais même vous dire, c'est très bien, superbe. C'est un vrai galé. Parce que c'est en plus de la première période. Alors ça, c'est du vivant de Gallet. Du vivant de Gallet. Vous voyez, il est bien signé, Émile Gallet. C'est un très très beau travail de première période. On va dire, allez, même avant 1900, ça c'est 1890. Un objet rare qui enthousiasme notre commissaire-priseur. C'est translucide. Vous avez ce qu'on appelle le décor en grisaille. C'est typique de Gallet, première période. Vous avez aussi de l'émail, vous voyez, ces fleurs en émail. Puis en plus, il était botaniste. Alors, je peux vous dire que les fleurs, elles sont parfaitement reproduites. C'est très beau. Les Japonais adorent ça. Parce que, je ne sais pas si vous regardez bien, dans la manière de représenter, la manière de composer, tout ça, c'est très japonisant. L'estimation sera-t-elle à la hauteur de la rareté du vase? Vous voulez quand même savoir le prix? Oui, c'est le but de la Alors, c'est une pièce qui vaudrait plus de 1500 euros. Entre 1500 et 3000 euros, voilà. Mais ça mériterait d'aller jusqu'à 3000 euros. Ah oui. Oui, il est très beau. Et puis en plus, on est, je vous dis, dans une toute première période. Ça, c'est bien. Ne le cassez surtout pas. Non, parce que, si vous voulez, à partir du moment où il y aura une petite égrenure, ça ne sera plus le même prix. Ça baissera, voilà. Le couple n'est pas encore certain de le mettre en vente aujourd'hui. Malgré tout, cela reste une très bonne nouvelle pour eux et une belle découverte pour Sylvie. Je suis ravie d'avoir vu une belle pièce comme ça. Ah oui, c'est assez rare d'en voir une. On n'en voit pas tous les jours. Bonne journée. Au revoir. Maître. Au revoir. On savait bien que c'était un galet, mais pas de ce temps-là, ni de cette valeur-là. On a été surpris, et heureusement surpris. Conseil d'expert, un vase signé Émile Gallet vous garantit qu'il s'agit d'un vase confectionné du vivant de l'artiste, et de ce fait, le date d'avant 1904. Après sa mort, les vases seront signés uniquement de son nom, Gallet. Bonjour. Bonjour. Ah bah venez, vous avez les mains prises, venez. Ce monsieur, Sylvie le connaît bien. Il est le gérant des antiquités d'Emmaüs à Nancy, un habitué de la salle des ventes. Vous en trouvez des merveilles. Aujourd'hui, il est venu avec plusieurs nouveautés.
Il démarre avec 2 statuettes asiatiques. Bon, celle-là, elle a l'air assez ancienne, vous voyez, hein, c'est comme une porcelaine assez ancienne. Vous voyez, il y a un peu de patine quand même, c'est pas tout blanc. On voit que ça n'a pas 10 ans, 20 ans. Donc ça peut être bien, hein, ça peut être très bien. Avec l'Extrême-Orient, on peut avoir de très bonnes surprises. Par contre, moi, je ne suis pas spécialiste. Pour être certaine de la valeur de ce type d'objet, Sylvie se tourne vers des experts en art oriental. On va leur envoyer des photos et eux vont nous dire ce que c'est exactement. Ça peut valoir 10 €, comme ça peut valoir 1000 et peut-être beaucoup plus. Donc voilà, on ne passe pas à côté, on donne toutes les chances à l'objet. Là, c'est pareil, vous voyez, moi je trouve que ça c'est... Ah oui, bon, je trouve aussi que c'est pas mal. C'est voilà. au toucher. Et puis vous voyez, ce que j'aime, c'est que... La patine. Oui, la patine est belle et puis le fait qu'il y ait de l'émaillage, même dessous, comme ça, c'est bon signe. Ah d'accord. Alors ensuite, les montres. Le plus compliqué avec les montres, c'est de faire la part des choses entre les vraies et les fausses. Sylvie s'intéresse d'abord à la montre en acier. C'est une Omega. On voit qu'elle est ancienne. Une montre fausse, elle est très, très légère. Là, le poids, elle est assez lourde quand même. Hein. On voit que c'est quand même quelque chose qui a été porté. Bon, c'est une authentique, il n'y a aucun problème. Oui. Hein. Simplement, c'est l'état qui pose problème. En fait, il faudrait changer le fond. Mais vous voyez, elle marche, hein. Elle fonctionne. Oui, elle est repartie. Ouais, hein. elle est repartie parce que je l'ai bougée. Je vous dirais quand même 100, 150 €. Ah bon? Mais qu'en est-il de cette montre signée Cartier? Par contre, là, je vois une horreur. Là c'est... Ouh là là. Oui, alors là, il ne faut pas la vendre, hein, surtout pas. C'est une fausse. C'est vraiment une imitation de fausse. Ah oui, oui. Là, vous voyez, elle est toute légère. Ah oui, sentez. Ben, oui, elle est toute légère. Ça, et puis bon, non, trié, je ne suis même pas sûre que ce soit un modèle de Cartier. Il faudra regarder le catalogue, mais je ne suis même pas sûre. Hein. Très franchement, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est des choses achetées 10 €. Hein, voilà. Donc, 5 € au marché. Oui, et qui sont des contrefaçons, donc complètement interdites à la vente. Vous la détruisez. Hein, ça, parce que pour Cartier, c'est pas une bonne image de marque. Non, c'est pas trop bon. Bah écoutez. Au revoir, messieurs. Au revoir. Et à la prochaine, je vous ramène. Bien sûr, quand vous voulez. Hein, vous venez quand vous voulez. Même les professionnels ont parfois besoin d'un avis d'expert pour être certain de ne pas se tromper. Eh bien, on se demande à quoi il pouvait servir. Alors regardez bien, voilà, c'est en verre. Il a une forme quand même assez particulière. À quoi pouvait-il bien servir? Je vais commencer à poser la question au chineur du jour. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Vous êtes bien là? Nous, on s'installe toujours dans le confort. Je peux m'asseoir avec vous 2 secondes? Écoutez, vous êtes invités, vous êtes la gentil. bienvenue. Mais en fait, j'ai quelque chose à vous demander. Voici l'objet mystère, trouvé sur la brocante. Il faut deviner à quoi ça servait. Qu'est-ce que ça peut bien être à votre avis? Moi, je dirais un gobe-mouche. Un gobe-mouche? Un gobe-mouche? Comment ça marcherait? On mettrait de l'eau sucrée au fond et la mouche rentrerait et se noierait au fond. C'est une bonne idée, mais elle a intérêt à être sacrément habile. Hein. Tenez, est-ce que vous savez ce que c'est? On dirait plus une bouteille de parfum, peut-être. Une bouteille de parfum? Ouais. Une grosse bouteille de parfum. C'est pour l'huile? Pour l'huile? Non, pas du tout. Je pense qu'on peut mettre dedans en fait un liquide, mais quoi, c'est ça le problème. Mais... Ouais. Pas évident, hein? Pour filtrer quelque chose? Pas du tout. Non. Pour smoke? Oh, vous avez de drôles d'idées. Pour fumer. Pour fumer? Non. J'ai quand même pas mal d'années de brocante et je ne connais pas. Ah. À part ça. Ouais. Non, c'est Vous voyez, on a trouvé un bon objet mystère. Un très bon objet. C'est l'ancêtre de la perfusion Bon, sanguine. Dominique, L'ancêtre de la perfusion sanguine. Non, même pas. Monsieur va chercher loin quand même. Hein. 20 3 tentatives, 3 ratages. 3 ratages. Merci beaucoup, Bon après-midi. monsieur. Vous aussi, bon après-midi. Toujours pas de gagnant au sujet de cet objet mystère. C'est vraiment pas facile. Mais je n'abandonne pas pour autant. Je vais revenir tout à l'heure, reposer la question. Et cette fois, je donnerai un indice. Savez-vous ce qu'est un pressophile? Non? Allez, assez de devinettes pour aujourd'hui. Je vous emmène sans plus tarder à la rencontre de Françoise, pressophile de son état et donc collectionneuse de fer à repasser. Nous sommes en Bourgogne, à une centaine de kilomètres d'Orléans, dans la petite commune d'Alligny-Cône. C'est ici que vivent Françoise et Marcel, un couple qui a une passion commune mais peu ordinaire, les fers à repasser anciens.
Attention, c'est parti mon kiki. Et le plus étonnant, c'est que Marcel, naturellement peu enclin au repassage, est à l'origine de cette passion. Il peut passer des heures entières à s'affairer sur ses machines, juste pour le plaisir de voir renaître un fer. Là, tu vois, commence à sortir le motif, là, tu vois. J'aime les faire, et puis en plus, j'aime bien les restaurer. Mon plaisir, c'est de les trouver le plus beau, mais les plus sales possibles. Un fer qui est bien fini, c'est joli, c'est agréable. Et à force de nettoyer ses fers, Marcel a transmis le virus à sa femme. J'ai découvert plein de choses qui étaient vraiment très rares. Et puis je me suis pris au jeu et on est donc, on peut dire tous les deux, pressophiles, puisque c'est le nom des collectionneurs de fer à repasser. Remonte. Bon. Si j'ai besoin, je t'appellerai. Oui. Si Marcel aime le contact avec ses fers, Françoise, elle, préfère les histoires qu'il raconte, à commencer par celles qui la concernent. Ça, c'est une petite plaque qui me rappelle de très beaux souvenirs d'enfance. Je me rappelle avoir vu ma mère faire chauffer les fers sur un poêle. Quand il était chaud, il fallait se servir d'une petite poignée en tissu pour le récupérer de façon à ne pas se brûler. Ces fers se refroidissant vite, il fallait toujours en avoir un ou deux en réserve sur le poêle. Ça se trouve en brocante. Nous, les premiers qu'on a achetés, c'était des francs, bien sûr. C'était à 10 francs, c'était 15 francs, voilà, dans ces prix-là. Aujourd'hui, la dernière brocante qu'on a fait, on l'a trouvé à 20 €. Mais moi, j'ai dit, celui-là, il est un peu fou, parce que 20 €, c'est quand même assez cher. Au-delà de ce souvenir d'enfance, ce qui intéresse Françoise, c'est la sauvegarde d'un patrimoine. Cette pièce de sa maison est l'écrin de sa collection. Elle représente 25 ans de Chine à travers le monde. Dans cette pièce où vous vous trouvez, il n'y a pas deux fers pareils. C'est pas possible. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que je me raconte des histoires toute seule, oui. Je me dis, tiens, elle devait faire comme ça, l'autre, elle devait faire comme ça. S'il n'y avait pas assez de feu, il fallait aller rechercher du charbon ou éventuellement du bois. On se brûlait les mains, c'était pas évident. C'est quelque chose qui me touche énormément. Et parmi ses préférés, il y a ce fer que son frère lui a rapporté de voyage. C'est un fer à charbon. Donc avec la queue du crocodile, on ouvrait pour mettre à l'intérieur le charbon. La poignée est en bois. Il vient d'Arabie Saoudite, de Dharan exactement. Et celui-ci est en laiton, une des matières les plus belles des fers à repasser. Et c'est quand même un fer qu'on ne trouve pas en France. Donc c'est un fer qui m'attire justement par sa rareté, si vous voulez. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en Arabie Saoudite, il n'y en a pas 50 000. Dans sa collection, Françoise a également tout le nécessaire pour avoir une tenue impeccable. Elle peut vous trouver un fer pour chaque vêtement, de la tête aux pieds, en passant par le col. C'est un fer qui m'a tapé dans l'œil tout de suite parce que d'après la forme, je me demandais ce que ça voulait dire. On dirait presque un marteau. Donc c'est la personne qui le vendait qui m'a expliqué ce que c'était. Ce fer qui s'ouvre, vous sortez un petit lingot qu'on mettait à chauffer dans le charbon de bois et on insérait le lingot chaud dans le fer, on refermait et on repassait le col. Il ne sert absolument à rien d'autre que repasser ces cols amidonnés de l'époque. Étant donné qu'il n'avait qu'une fonction, ce n'était pas des fers qui étaient courants, qu'on trouvait partout. C'est un fer que j'ai dû payer au moins dans les 40 à 50 francs. Soit moins d'une dizaine d'euros. À travers cette collection, on peut voir l'évolution de l'électroménager jusqu'à ces inventions qui ont facilité la vie des femmes, comme les fers électriques. Voici un modèle de 1934 particulièrement ingénieux. C'est un fer de voyage donc qui fait 3 fonctions. La première fonction, c'est le fer à repasser, donc on repasse. La deuxième, on enlève la poignée, donc on ouvre l'arrière du fer, on le retourne. Alors là, vous avez un petit appareil, c'est une petite bouilloire, donc on fait bouillir de l'eau, soit pour se faire un thé le matin, soit pour raser monsieur, qui se rase à l'eau chaude normalement. Alors, troisième fonction, on a donc retiré la bouilloire, le fer est à l'envers, on insère le couvercle de la bouilloire et on fait chauffer soit le petit fer
à moustache pour monsieur, en le positionnant comme ça va chauffer. Et après, il va machiner sa moustache comme il veut, ou le fer à friser de madame. Donc c'est un fer que nous avons trouvé en brocante à 50 francs. Donc c'était quand même déjà extraordinaire parce que c'est une pièce quand même assez rare qui vaut aujourd'hui 150 à 200 €. Les fers n'ont pas toujours utilisé la chaleur pour repasser. Cette machine de la fin du 19e siècle s'utilisait à froid sur un linge humide. Cette machine s'appelle une calandreuse ou une mangle. Et pour les besoins de la démonstration, Françoise met Marcel à contribution. Alors vous voyez, ça c'est de la fonte, donc tous les pieds, et les rouleaux sont en bois. Alors donc il fallait être à 2 pour repasser, un qui tourne la roue, l'autre qui positionne le linge. Le linge va passer entre 2 rouleaux. À la base, c'était quand même dans des maisons bourgeoises ou même nobles. Donc ils avaient des employés, bien entendu, qui se servaient de ces machines pour repasser toujours du linge plat. Vous ne pouviez pas repasser une robe plissée, par exemple. Et pendant que Françoise parle, l'air de rien, c'est Marcel qui repasse. Ah oui, comme toujours d'ailleurs. Il est menteur que c'est pas possible. C'est moi qui fais tout. Pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui taire. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sente que je veux lui plaire. Sous le pli de l'emballage, la lubie de faufiler, la folie de rester sage si elle veut ne pas l'embrasser. Quand l'hiver approche, on n'a qu'une envie, rester bien au chaud chez soi. Et vous savez qui sont les spécialistes du cocon? Les Scandinaves, bien sûr. Ils ont même mis au point un mobilier directement issu de cette envie. Le style scandinave, c'est pratique, c'est chaleureux et ça a fait beaucoup d'émules. C'est devenu très tendance, au point que Yannick, ébéniste breton, est devenu un spécialiste de ce type de mobilier. C'est lui que je vous emmène rencontrer maintenant. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Bonjour Yannick. Bonjour Églantine. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ça marche, vous faites des affaires? Ben oui, ça commence gentiment. C'est normal, c'est ce que je disais, c'est l'approche de la saison. Comment vous le définiriez, le style scandinave? Comme un meuble zen qui n'envahit pas l'espace, qui est dessiné, qui est modulable, voire ludique. Alors ça a commencé quand précisément? On va dire après-guerre. Il y a besoin de beaucoup de mobilier, il y a un engouement. Alors bien sûr les chefs de file, les premiers, les Finlandais, les Danois, les Suédois. Alors montrez-moi, parce que vous me disiez pratique, plein de surprises. Alors moi je veux jouer un peu avec tous ces meubles. Cette table, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Tout à fait. Déjà son dessin. Elle est rectangulaire, mais en fait elle est curve dans la longueur. Elle est un peu ovale. Ce qui fait que quand on approche de la table, on n'a pas le sentiment qu'elle nous envahit, qu'on va se faire mal dans les angles en passant à côté. La deuxième chose, c'est que elle a une rallonge à l'intérieur. Ah, c'est bien fichu, voilà. Ça c'est drôle, j'adore. Alors ça, on invente ça à cette époque-là. C'est facile. Voilà. Mais on fait plus ça aujourd'hui. Hop là. Il n'y a plus qu'à resserrer. Ah, voilà. Ça c'est malin. C'est pas l'homme qui s'adapte au mobilier, c'est le mobilier qui s'adapte à l'homme. Voilà. J'aime bien cette phrase. Ben oui, c'est comme ça. Une table comme ça, aujourd'hui, elle se vend à quel prix? 850 €. Ça reste... C'est quoi comme type de bois? C'est du teak. Je referme avec vous, je voudrais savoir si c'est aussi simple que ça. Allez-y, voilà. Et ensuite, on rabat. Voilà. Je rabats. Ah, ça y est, je suis spécialiste du meuble suédois. Ben voilà. Alors, je voudrais revenir sur le côté pratique de ce type de mobilier. Si on regarde ceci, c'est une enfilade. C'est une enfilade, oui. On appelle ça enfilade parce qu'il y a des tiroirs sur le côté. Parce qu'il y a des tiroirs et des portes. Et des portes. Voilà. Mais si les tiroirs étaient au-dessus? Si les tiroirs étaient au-dessus, ça serait un buffet. Ça serait un buffet. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que la connaisseuse. Qu'est-ce que vous lui trouvez de génial à ce meuble? Il est bas. Donc, dans un intérieur... Donc, en plus, ça fait chaise, on peut s'asseoir dessus. Et puis, dans un intérieur, il libère tout le panneau du mur. Tout le panneau du mur.
vois une petite réglette, je me dis c'est un Oui, tout petit tiroir. tiroir En fait, non. ergonomique, voilà. Tout est... Profond et ergonomique parce qu'effectivement, si je m'assieds, Exactement. mes jambes de grande fille passent quand même. Exactement. Génial. Comment ça se fait Le que les plateau. Scandinaves particulièrement aient pensé comme ça à ce style ergonomique? Pourquoi eux? Ce style de mobilier-là est né sous l'impulsion de designers, d'architectes, donc qui ont pensé, dessiné un meuble, parce qu'on est dans une ère industrielle, on a une unité de production, donc on ne travaille plus de la même manière. On dessine une collection. Alors, juste... Ensuite, on la met en production. Oui, mais alors eux, ils ont quand même vraiment pensé justement à adapter le mobilier au corps. C'est spécifique aux Scandinaves quand même. Oui, c'est spécifique à eux. Et alors, vous me parlez de séries, effectivement, de chaînes de production. Oui. C'est vrai que c'est ce qu'on connaît, nous, du meuble suédois. Oui. Et en général, ça fait un meuble pas cher. Est-ce que Oui. ça veut dire qu'à l'époque, le style scandinave, du coup, était aussi plutôt bon marché? Absolument. Oui, tout à fait, tout à fait. On voit toute la passion que vous avez pour ces meubles, Yannick. Ah oui. Mais merci parce que J'aime je ce crois je que fais. vous la transmettez merveilleusement bien. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on disait, le mobilier scandinave, c'est pratique, Oui. c'est chaleureux. Oui. Voilà, et il y a un côté ludique, très sympathique. Merci beaucoup Yannick, je fais que des trucs en hic. Merci Yannick. Très bonne journée à vous. Merci. À bientôt et puis bonne brocante. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est temps maintenant de retrouver le professionnel de la semaine, celui qui a l'œil mais surtout les arguments pour bien négocier et qui va nous apprendre à devenir, nous aussi, les rois de la Chine. Aujourd'hui, c'est Patrice qui est notre guide et il nous entraîne sur un de ses terrains de Chine favoris, les brocantes d'Emmaüs, l'occasion de chiner solidaire. À 20 km de Paris, sur les bords de la Seine, nous sommes à Bougival, devant l'une des plus grosses antennes d'Emmaüs. Depuis 60 ans, ce mouvement fondé par l'abbé Pierre pour venir en aide aux plus démunis collecte meubles et objets issus de dons. Les bénéfices des ventes permettent de financer le fonctionnement de la communauté. Un lieu hors du commun, véritable repère à bonnes affaires pour Patrice Gorlez, brocanteur. Emmaüs Bougival récolte tout ce qui est sur Neuilly-sur-Seine et sur Saint-Germain, c'est-à-dire des banlieues aisées, quoi. Ils ont des possibilités d'avoir des beaux objets. Et l'astuce, c'est de chiner les jours d'arrivage, comme ce matin. Mais là, maintenant, il y a de la concurrence. Il y a des collègues qui sont là, qui sont déjà là, qui attendent et qui amènent même leurs chaises pour être sûrs d'attendre confortablement et d'être plus près pour courir au bon endroit. Les portes s'ouvrent sur un immense bric-à-brac de 1800 mètres carrés. Malgré la bousculade de départ, Patrice ne se laisse pas impressionner. Avec plus de 50 ans de Chine derrière lui, il ne tarde pas à repérer cette paire de chaises Et qui sont amusantes parce que c'est des chaises qu'on appelait des cacteuses. qui tiennent leur nom des dames qui s'y installaient pour discuter au coin du feu. On reconnaît que c'est des cacteuses à la forme. Ce petit dossier très étroit avec les accotoirs qui partent comme ça en demi-cercle. C'est typique des meubles du Moyen-Âge. Les cacteuses sont apparues au XVIe siècle et sont aujourd'hui rarissimes en brocante. Celles-ci sont-elles vraiment d'époque ? Le fait qu'elles soient en parfaitement bon état, qu'elles tiennent bien et qu'elles soient impeccablement solides prouve qu'elles ne sont pas d'aussi vieilles qu'elles devraient être. Et ce n'est pas le seul indice. Patrice nous montre des détails révélateurs. Vous voyez ici ce travail de tournage et d'une précision mécanique. On voit que toutes les découpes sont absolument symétriques, donc ça a été fait par des machines avec des gabarits et non pas à la main et ajusté ensuite. Avec le dossier et l'assise qui sont en sky avec des clous tout neufs, on voit bien que ça ne peut pas être ancien, quoi. Voilà, autrement, à l'époque, c'était recouvert avec des tapisseries. Des reproductions qui datent des années 50. Vendues par paire, les cacteuses sont à 110 €, un bon prix selon notre brocanteur. Vous ne trouverez pas chez un fabricant des chaises neuves de cette qualité-là pour 110 € la paire. Ça sera plutôt, à mon avis, 400 à 450 € la chaise. Ça reste une bonne affaire et ça a l'avantage qu'on peut s'en servir. Chez Emmaüs, on trouve des meubles, des sculptures et même des objets d'art. Tous ces objets ont un point commun, leur petit prix. Un vrai bon plan pour les professionnels. Et Patrice a l'œil pour repérer les objets qui ont une histoire. Là, vous avez donc un compas de marine. Et donc, il est monté, vous voyez, à la cardan. Ça veut dire qu'en théorie, si le bateau tangue et roule, la boussole reste horizontale.
La boussole, comme tous les objets de marine anciens, est très prisée des collectionneurs. Un engouement qui a généré de nombreuses copies. Patrice nous montre comment l'authentifier. C'est un vrai, vous le reconnaissez principalement à la qualité du travail et du décor. Un vrai a obtenu une patine parce que voyez-vous, l'oxydation du bronze est très très lente. Pour obtenir une oxydation comme ça naturelle, il faut à peu près un siècle. Et on ne peut pas la favoriser autrement qu'avec des acides, mais des acides, ça va donner une autre couleur. Une patine du temps aura une couleur jaune. Méfiez-vous si le bronze tire sur le vert. Autre détail qui ne trompe pas, le travail du cadran. Alors un détail qui permet de faire la différence entre un vrai et un faux, sur les faux, au lieu de ciseler le cadran, c'est simplement imprimé. Ce n'est pas absolument pas une copie, c'est un objet qui a plus d'1 siècle au minimum. Et alors là, vous avez l'adresse en dessous, Ace & Company Limited, New Eltham, London. Les objets qui proviennent de cette fabrique peuvent atteindre un bon millier d'euros, à condition qu'ils soient complets. Donc il manque bien évidemment l'aiguille qui indiquait le nord et le capot qui allait au-dessus et qui protégeait le tout. Comme tout objet scientifique, les collectionneurs cherchent à ce que ça fonctionne. Puis la moindre des choses d'une boussole, c'est d'indiquer le nord quand même. 110 €, est-ce un prix raisonnable? C'est pas cher. Maintenant, bon, ce n'est plus que de la décoration pour mettre dans un bureau d'homme ou quelque chose comme ça, pour se faire quelque chose qui décore, qui est original et se donner un petit côté aventurier. Et notre professionnel va vite repérer une autre pièce. Là, vous avez une table typique des années 70 de la fabrication de Valoris, qui est signée de Roger Capron. En fait, il fabriquait les carreaux, c'était un céramiste, qui est donc un modèle qu'on appelait les empreintes. Un modèle que l'on reconnaît à ses empreintes de feuilles, très en vogue à l'époque. Alors quand vous chinez, il y a deux choses qu'il faut regarder. Premièrement, s'il n'y a pas de carreau de cassé. Ensuite, vous passez la main dessus, comme ça, et vous regardez si c'est en relief. Parce que même à l'époque, vous avez eu des copies qui ont été faites, mais qui étaient juste imprimées. Et en même temps, passez aussi toujours la main sur la signature, voir si elle n'a pas été rajoutée au feutre. À l'époque, c'était très cher. On peut dire qu'une table comme ça, ça devait représenter à peu près 2 mois de salaire d'un ouvrier. Mais la table est affichée à 70 €. Patrice nous aurait-il déniché la vraie pépite d'Emmaüs? Pour un amateur qui a envie de se meubler, qui veut des choses comme ça, puisque les années 70 sont maintenant à la mode, et qui veut se payer un bel objet qui est une vraie création artistique, c'est même pas cher du tout. 70 €, c'est cadeau. S'il veut aller dans le circuit traditionnel des marchands qui vont déballer dans Paris, où vous avez maintenant des spécialistes de ça, il l'aura jamais à ce prix-là. Mais alors, pourquoi cette pièce signée et en parfait état est-elle toujours à vendre? Il y a juste un très très gros problème dessus, c'est qu'elle est marron et que je ne sais pas pourquoi, mais le marron, ça se vend pas. Un conseil, si vous trouvez ce modèle de table dans une couleur vive, surtout ne passez pas à côté. Elles peuvent valoir jusqu'à 1800 €. Emmaüs est décidément un endroit de Chine à ne pas négliger. Le mystère de cet objet n'a toujours pas été résolu. Je crois qu'il est temps de donner un indice. Alors regardez bien, si vous posez cet objet et que vous ne le prenez pas en main, il ne sert plus à rien. On va voir si cet indice aide les chineurs d'ici. Bonjour. Regardez monsieur, j'ai trouvé cet objet sur la brocante. Oui. C'est un peu mon objet mystère. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. À éclairer, vous êtes la première à me dire ça, mais c'est pas ça. Pour la cuisine? Non plus. C'est ancien, bien sûr. Oui. Allez, un bon point. C'est ancien, mais encore. C'est du verre et ça reste à découvrir. C'est la troisième chose qui m'intéresse. On met du liquide dedans? Oui. Un vase? Non. C'est décoratif? C'est pas décoratif. Je vous donne à tous un indice. Voilà, c'est l'objet mystère du jour. Il faut le tenir en main. Poser quelque part, ça ne sert strictement à rien. Ça n'a pas l'air de vous aider beaucoup. Hein. Ah non, je tiens en main, voilà. Voilà, mais encore, pas du tout. Pas d'idée. Pas d'idée du tout. L'objet, il est complet comme ça, on ne rajoute rien. Ouais. On met quelque chose dedans, mais c'est tout. L'abat-jour. Du tout. Quelque chose pour parfumer l'air. Non. C'est un humidificateur? Comment on s'en servirait?
Je sais pas, on mettrait de l'eau et on poserait à côté d'un... Et non, je viens de vous dire qu'il ne faut pas le laisser poser quelque part. Ah, il faut le laisser dans ses mains. Il faut le tenir en main, oui. Alors c'est un humidificateur transportable. Vous avez des idées géniales. Pas du tout. Non, je ne sais pas. Bah, merci à tous, je vais poursuivre. Bon courage. Merci beaucoup. Malgré un premier indice, personne n'a encore résolu l'énigme de l'objet mystère. Alors je reviendrai tout à l'heure avec un deuxième indice. You keep saying you got something for me. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Quand on aime les brocantes, comme vous et moi, on a souvent envie d'une maison avec des tas de beaux objets anciens. Et bien justement, Jour de Brocante vous emmène chaque semaine chez des passionnés qui ouvrent leur gîte ou leur maison d'hôte entièrement meublée brocante. Et aujourd'hui, nous allons chez Véronique et Tony, à la Vallée Javot. C'est près de Fontainebleau. Je vous emmène donc pour une petite Chine campagnarde. Nous sommes à côté de Fontainebleau, dans le village de Férisy, en Seine-et-Marne. Véronique et Tony y ont ouvert la maison d'hôte La Vallée Javot. On a donc acheté cette maison il y a une bonne douzaine d'années et nous avons donné vie à ce lieu. Nous aimons les gens, nous aimons le contact et nous avons grand plaisir à recevoir tout le monde. Une maison qui mêle à la fois un esprit campagne et brocante, comme avec ce pousse-pousse dans le jardin, dégoté chez un ami. Ce pousse-pousse représente un petit peu le plaisir que nous donnons à tous pour un week-end, pour s'évader. C'est la mascotte des chambres d'hôtes de chez nous. Les gens aiment bien rouler dans le village avec et s'amusent beaucoup. Et fonctionne très bien. Ici, chaque objet trouve sa place en fonction de sa couleur. Rouge dans la salle à manger, et dans la cuisine, c'est le bleu qui prime. Je chine depuis toujours. J'ai ça dans le sang, je crois. Lorsque je chine et que je vois un objet bleu, automatiquement, je le prends. C'est ma couleur préférée. Je pense qu'elle est apaisante pour une cuisine. Elle n'est pas agressive. Blue is the color of love. On a commencé par les carreaux ici. On est parti de ce bleu. Et les objets que je préfère, ce sont les cafetières. Je suis une grande buveuse de café. Cette première cafetière, je l'ai chinée dans la région et j'ai dû la payer 2 €. Si les objets ont été choisis pour leur côté esthétique, il n'en reste pas moins pratique. Véronique met un point d'honneur à utiliser ses trouvailles, comme ses anciennes balances, ces petits pois trouvés pour 50 € ou cette batterie de casseroles en cuivre. Pour moi, tout objet de Chine doit avoir une utilisation. Ici, en chambre d'hôte, nous faisons table d'hôte aussi et elles servent pratiquement tous les jours. Je les ai chinées à Hérisy, qui est un petit village à 2 km, chez un gros brocanteur, il y a quelques années, et je les ai payées 300 € la série, ce qui est très rare d'avoir une série complète. Au fil de ces brocantes, elle s'est même constituée quelques collections. On trouve des poules disséminées un peu partout, des paniers chinés entre 1 et 10 € suspendus au plafond, mais aussi des pots à lait. J'ai commencé cette collection il y a quelques années et ça me rappelait un petit peu mon enfance, quand j'allais dans la Mayenne chez mon arrière-grand-mère qui vendait du lait dans ces pots-là. D'ailleurs, hier, je suis allée chez Emmaüs et c'est ma dernière acquisition pour 2 € d'ailleurs. Toujours à l'affût de nouvelles acquisitions, Véronique n'hésite pas non plus à sauver les objets de l'abandon, comme pour cette chaise haute cannelée. Je passais en voiture et cette chaise était devant une maison et la personne, elle n'en voulait plus. Alors, je l'ai fait revivre. Elle peut faire petite chaise, comme ça, ou pour les plus petits enfants, ici, on remet, on tourne. Voilà, et la chaise est prête. C'est un objet qui plaît énormément à tous nos hôtes qui ont des enfants. Et je trouve que dans une chambre d'hôte, pour ce partage de famille, je trouve que cet objet est superbe.
Il est 16h. Véronique et Tony retrouvent leurs hôtes. Un petit café pour le goûter? J'aime beaucoup vos meubles. Ah oui. Ils sont très Nous sympas. les avons chinés depuis un certain nombre d'années. Et ça, c'est quoi? C'est appareil? Ça, c'est l'objet insolite. C'est écrit dessus, donc knife cleaner, un nettoyeur de couteaux. D'ailleurs, Oh là regardez, là. si je prends un couteau, C'est fou. je le mets là, dans la fente, Oui. je tourne, voilà, et la sciure tombe ici. La sciure de métal tombe ici, oui. Ça vient du Kent, en Angleterre, et vous avez d'ailleurs ici la plaque de fabrication, et ça a été fabriqué en 1865. Oh là là, c'est vraiment une antiquité, hein? Voilà. Véronique prend plaisir à partager ses bons plans de chineuse, mais aussi ses idées de décoration. Et notamment dans les chambres, où là encore, elle surprend avec des pièces inhabituelles, comme cette séparation tout droit sortie d'une ferme. Cet objet, c'est un bas-flanc. Un bas-flanc, c'est une séparation que l'on trouve dans les écuries pour séparer les chevaux. Et il m'a servi à faire une séparation entre la chambre et la salle de bain. La baignoire chinée dans une ferme n'était plus utilisée et dans un piteux état. Et je l'ai eu pour 50 €. Il y avait des points de rouille partout. Et il fallait que je trouve une solution pour la réémailler. Donc j'ai réfléchi, j'en ai parlé à mon carrossier et on est arrivé à avoir un blanc tout à fait blanc crème comme il fallait et plus aucun point de rouille. Ce sont des baignoires qui ont vécu et des gens s'en sont servis et je perpétue la vie de ces baignoires. Et ce n'est pas la seule baignoire ancienne de Véronique. Sa préférée se trouve dans la chambre d'à côté. J'ai l'habitude de chiner, des petits prix, etc. Mais là, pour ce coup de cœur, j'ai mis plus de 1 000 €. Elle vient du château de Fontainebleau. Et cette baignoire a été récupérée par un brocanteur de la région. Alors, cette baignoire a de l'acajou autour. Puis, elle a un liseré qui est doré à leur fin. Lorsque j'ai choisi cet objet, c'était vraiment en pensant à mes hôtes. Se baigner dans un endroit où des reines ont peut-être pris leur bain, ça c'est assez magique. On voyage dans le temps. Et avec le bruit. Joindre l'utile à l'agréable, c'est aussi ça la brocante. Vous vous demandez sûrement ce que je fais avec un parapluie sous ce soleil splendide. Eh bien, je me prépare au jour pluvieux. Comment? En allant chiner. Et oui, les parapluies anciens sont magnifiques. Ils ont un charme qui nous ferait presque souhaiter les jours de pluie. Vous avez vu celui-ci? C'est Michel, un artisan, qui me l'a prêté. Regardez, c'est le style 60s. Ça vous rappelle pas les parapluies de Cherbourg? Venez, on y va. Bonjour Michel. Bonjour Églantine. Vous allez bien? Bien, et vous? Oh, mais... Alors, merci de, C'est joli, de ce cette prêt. parapluie. Il est beau, hein? Ouais. Racontez-moi un petit peu celui-là. Donc, c'est des années 60. Là, vous êtes sur un modèle qui date de 1960-62. Hein, donc, c'est l'époque du film des parapluies de Cherbourg avec Catherine Deneuve. Et c'est les dernières fabrications vraiment made in France de cette époque-là. Ah oui? Hein, avant la grosse fabrication, la grosse artillerie asiatique. Là, vous avez du laiton, Oui. vous avez les baleines qui sont en acier, c'est-à-dire la finesse, la finesse et la solidité. Et vous êtes sur un textile qui est du nylon. Est-ce que ça, c'est le
typique style des années 60, c'est-à-dire que je vais le complètement. reconnaître. Est-ce que c'est ce côté très fin? Complètement. Ah Là, oui. sur une tringle fine comme ça, des montures 10 baleines, la forme, un parapluie. Chaque époque a une forme spéciale pour un parapluie. Hein, si on vous retrouve allez un parapluie montrer. de 1880 ou un parapluie de 1910 ou de 1960, à On va chaque voir fois, des formes c'est un différentes. style et une forme différente. Alors racontez-moi un petit peu, le parapluie, c'est apparu quand? Ça a toujours existé? C'est l'Asie qui a inventé le parapluie avant tout le monde. Ah, je Donc, savais pas. Et avant le parapluie, on a d'abord créé l'ombrelle. On s'est protégé du soleil avant de se protéger de la pluie. Et le parapluie, dans nos civilisations modernes, a commencé au début du XVIIIe siècle, je vais dire. Déjà au XVIIe, on en faisait, Oui. mais c'était pas répandu. Et c'est au XVIIIe siècle où on a commencé à produire et à faire. Et c'est au cours du XIXe siècle, popularisé vraiment. au milieu du XIXe, alors là, c'était l'industrie. Quel est le plus ancien que vous ayez? Des parapluies du 18e, j'en ai plusieurs. Vous me montrez? Donc ils sont dans ce tiroir-là. Voilà. Oh là là. Alors, je vais vous montrer. Là, vous êtes sur un modèle qui est la fin du 18e. Et Ah oui, on sent quand même le côté très ancien. ah oui, C'est alors fragile. c'était des seaux à parapluie qui étaient faits spécialement. Les montures, les baleines s'appellent des baleines parce que ça venait du fanon de la baleine, le cétacé dans la mer. Tout ça, ce sont des fanons de Ce baleines? sont des fanons de baleine, voilà. Donc le brin, cette partie qui s'appelle un brin dans un Ce sont parapluie. les dents des baleines, les fanons. Hein. Ce ne sont pas des dents, ce sont des justement, filtres. ce sont des fanons. Voilà, Oui. ce sont des filtres pour filtrer le plancton. La baleine Oui, mange c'est ça. des petites particules. Donc Ça on a gardé gardé le nom de la baleine parce que ça venait de la baleine. Les baleines aussi, des sous-vêtements, des corsets, tout ça, c'était pareil, c'était fait avec des fanons. Ah ben tous les corsets, on appelait ça un corps à baleine au 18e ou un corset au 19e. D'accord. C'était fait avec du fanon de baleine. À vrai dire, on n'a rien inventé de mieux encore aujourd'hui. Ah, parce que maintenant Même le c'est fait en- carbone, ça casse, l'acier, ça se plie, voilà. C'est quand même, mais il est évident qu'il est hors de question de se servir de... Voilà, Non, on on a ne massacré peut plus les toucher baleines aux pour baleines. ça. C'est un scandale. Voilà, moi je collectionne. Bon, ce qui a été fait dans les temps passés, c'est une chose. Oui. Mais voilà, et Que quand ça, je c'est- restaure, j'utilise que des fanons anciens, que Oui. récupérés sur d'autres structures. Évidemment. Voilà. Les parapluies, en général, on les perd énormément. On les perd parce qu'ils n'ont plus de valeur à vos yeux, étant donné qu'ils ne valent rien. Parce qu'un parapluie ancien, en moyenne, ça vaut quel prix? Alors, ça dépend. Vous pouvez trouver un très joli parapluie à 5 € sur une brocante. Vous pouvez trouver des choses à 10 €, à 100 €. Ça dépend s'il a un beau pommeau en argent, en ivoire. Mon parapluie de Cherbourg, que j'aime beaucoup. Alors, ces modèles-là, ça peut aller de 350 à 700 € selon s'ils ont des poignées en écailles de tortue ou des sculptures, Mais- tout ça. Voilà. Effectivement, c'est pas donné. Mais du coup, Ah peut-être non. qu'on y fait plus attention, non? À partir du moment où vous avez une pièce originale, une pièce en plus que vous avez chinée, évidemment qu'il n'a pas la même valeur que le parapluie que vous aurez acheté chez tel Alors, ou tel Je reconnais. soldeur. Ah non, mais moi, qui passe ma vie à les perdre, mes parapluies. C'est vrai que j'achète des parapluies de pas très bonne qualité. Ben je voilà, reconnais, mais parce que je les perds tout le temps. On en jette 15 millions par an à la poubelle en France. 15 millions Voilà, par an. c'est-à-dire un achetez monceau de pollution. Des parapluies anciens, croyez-moi, à ce prix-là, on y fera Voilà, très et ceux-là attention. ne se cassent pas, ne se Ils sont retournent très pas. beaux. Et voilà. Vous avez le pliant aussi qui est très demandé aujourd'hui et qui se chine. Ça, c'est des parapluies que m'ont apporté mes clients qui ont chiné dans des brocantes. C'est le pliant de 1960. Donc vous avez la housse. Oh, qu'il est Faites joli. ça. Ce sont des mécaniques, j'adore. regardez, tout en métal. Hein. Ce sont des parapluies, ce qu'on appelle télescopiques. Et ça, avec ça, vous n'avez aucun problème. Il a un nom précis, ce modèle? C'est un parapluie, ce qu'on appelle la forme champignon. J'adore. Parce que ça fait comme un champignon. C'est très sympa. Voilà. Mais alors, ça veut dire que si je trouve un parapluie dans les brocantes un peu abîmé, je peux venir vous voir? Ah bah oui, vous c'est nous mon le restaurez. métier. Donc ça vaut le coup de les acheter. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'il faut vérifier? Alors, Tout est réparable? on se fiche du tissu. Alors, quand c'est des mécaniques de pliants, par exemple, ce qui est important, c'est de voir que toutes les baleines sont là et que ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, et beaucoup de jeunes, 25 ans, 30 ans, qui me rapportent ça. Voilà. Et vous avez toute forme de parapluies comme ça anciens, qui peuvent être après des parapluies d'art, avec des Oh là ivoires, là, il y a des os des manches sculptés. incroyables. L'art était dans le parapluie avant. Et c'est tous ces modèles-là qu'on retrouve en brocante. Vous avez des systèmes comme ça. Regardez la pointe. Hop, elle se rétracte et ça se plie comme ça. Et on pouvait le mettre dans la valise. Là, vous avez des choses comme ça. Des parapluies secrets. Ah, ça, c'est génial. C'est une canne parapluie. Voilà. Vous en avez, vous, des poignées toutes seules? Oui.
Ah, regardez ça, moi j'adore. Je trouve Souvent, ça les gens, magnifique. beaucoup d'hommes aiment les parapluies Milor. C'est très dandy. Hein. Voilà, vous avez une poignée ancienne, là, comme ça, des années 30. Le chien. Voilà, hein, en bakélite, on a fait des meubles avec ça. Oui. Voilà, moi, je recrée des parapluies pour, qui vont avec la poignée et ça fait des objets absolument. C'est magnifique. Oui, c'est vous qui proposez le tissu qui reste. Après, j'ai toute une gamme, bien sûr, oui, bien sûr. Ce sont des poignées que vous avez chinées vous-même? Absolument, oui. Moi, je suis un chineur depuis toujours. Hein. Elles sont magnifiques. Donc, encore une fois, vraiment, on ne s'intéresse pas à la toile. C'est vrai qu'on a tendance d'abord à regarder le tissu. Oui. Et en fait, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. À partir du moment où le mécanisme fonctionne, ou alors vous avez un pommeau qui vous plaît, eh bien, on peut ensuite vous refaire le parapluie. Oh là là, ça c'est de l'ivoire. Ça c'est un pommeau en ivoire, oui, absolument. C'est fascinant, ça fait des parapluies. Là, ça doit dater de 1880. Regardez, vous avez les pommeaux à système, regardez les petits chats qu'il faut restaurer. Hop, il vous tire la langue. J'adore. Ça c'est formidable. On appelle ça de l'art populaire. Mais oui, tout à fait. Michel, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je trouve tout ça absolument magnifique. Je crois que je vais être réconciliée avec le parapluie et peut-être même avec la pluie, c'est dire. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Ah, pour mettre du lait? Et ensuite? Pour les animaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec pour les animaux? Aïe, 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 c'est la question. Un biberon. Pour qui? Un animal? Vous faites souvent les brocantes? Je regarde souvent votre émission. Ah, c'est pour ça, voilà. Jour de brocante, une fidèle téléspectatrice, tellement qu'elle découvre l'objet mystère en moins de 2 secondes. Pour nourrir les petits? Ouais! Une deuxième gagnante dans l'émission. Bravo! Et oui, vous avez bien aidé. Hein. Tu t'appelles comment, toi? Albertine. Albertine, c'est grâce à toi quand même. C'est grâce à toi. Effectivement, c'est pour nourrir les veaux. Et oui, pour la première fois dans Jour de brocante, nous n'avons pas un, mais plusieurs vainqueurs qui ont réussi à résoudre l'énigme de notre objet mystère. Il s'agissait bien d'un biberon pour les veaux. Mais alors évidemment, le mieux, c'est d'aller voir directement le brocanteur qui me l'a prêté, qui va nous raconter toute l'histoire de cet objet. C'est Dominique, vous venez avec moi? Je reviens avec cet objet mystère. Ça a bien marché, hein? Le mystère a été découvert? Le mystère a été découvert, figurez-vous, plusieurs fois, mais j'ai vu beaucoup de monde quand même, et beaucoup n'ont pas trouvé du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter précisément d'où ça vient, de quelle époque ça date? C'est un objet qui a 200 ans, qui est en verre, oui, qui a été soufflé par un verrier, c'est-à-dire que ce n'est pas fait dans un moule. On voit la trace de la canne quand elle est coupée. Donc chaque objet était unique. Douce, vous voyez, très jolie. Oui. Une tétine délicieuse. Donc on rajoutait absolument rien, on s'en servait comme ça pour nourrir les veaux. Le petit veau venait téter là, oui, d'où la douceur de la tétine. C'est vrai, voilà. Mais alors, on remplissait comment? On mettait un petit tuyau? Comment on faisait pour Peut-être un remplir? entonnoir. C'est plus malin, vous avez raison. On l'a extrêmement bien en main pour tenir la tête du veau et lui donner à boire. Je vois que vous en avez plusieurs en plus de ces objets. J'en ai 3, c'est très rare d'en avoir 3. Et effectivement, c'est différent à chaque fois puisqu'ils étaient soufflés directement. Voilà, toujours. Vous les vendez à quel prix? Ça dépend des clients essentiellement. Aux clients de Jour de brocante? 100 €, 80 €. C'est quand même pas donné. Le temps. Eh bien, merci beaucoup Dominique. Je vous le repose avec les autres? Oui. Bel objet d'art populaire français. Merci beaucoup Dominique en tout cas. Très bonne journée. Au revoir. It's a good day for singing a song and it's a good day. Et voilà, Jour de brocante, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle balade au cœur des objets et de leur histoire. Sachez également que vous pouvez me retrouver tous les week-ends aux côtés de Bernard Poirette sur RTL. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne Chine et une excellente semaine. À bientôt. Losing the blues.